Bon matin sur France 3 Bretagne, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Ensemble c'est mieux. L'été approche et l'envie de s'évader avec les contraintes liées au coronavirus et la fermeture des frontières. Chacun doit désormais repenser sa vision des vacances, comment s'évader à côté de chez soi, l'avenir du voyage est-il local? On en parle dans quelques minutes avec mes invités, mais d'abord, direction Piré-Chancé où nous attend Evan qui nous fait découvrir un château ce matin. Enfanté, je suis ton père. Château des pères, ton père, t'as compris la blague? Super drôle. Super la blague, en tout cas, ce matin, bonjour à vous déjà. Ce matin, je suis au Château des Pères, comme tu le disais, à Piré-Chancé. Je vous propose de faire la visite en compagnie du responsable des lieux. Ici, c'est un lieu où histoire et futur se mélangent. D'ici la fin de l'émission, on va vous emmener voir un hôtel en construction complètement atypique, une sorte d'hôtel soucoupe volante, mais on vous en parlera tout à l'heure. Bonjour Julien. Bonjour Evan. Merci. Avant d'aller voir cet hôtel qui est en construction juste derrière la bâtisse, présentez-nous l'histoire de ce château. Alors ce château, c'est une propriété que la famille Lejeune a rachetée depuis 10 ans maintenant, un petit peu plus de 10 ans. Votre famille? Exactement, donc qui ont créé le groupe Lejeune, entreprise éponyme de VTP. Donc c'est une propriété qui appartenait à une congrégation de pères spiritains depuis 1923, donc qui était très connue des gens de la région parce qu'ils vendaient, ils cultivaient beaucoup et faisaient de l'élevage de poussins et de poulets, et les vendaient aux gens de la région, qui étaient très connus. Et ce domaine, il était déjà dans le cœur de votre grand-père? Exactement. En fait, nous, la famille Legendre, on est natif d'Amanlis, qui est un petit village à 5 km d'ici. Et mon père venait avec ses parents, donc mes grands-parents, acheter ici des poussins, des poulets aux pères spiritains. Mon père, par exemple, et beaucoup d'enfants de la région ont fait tout ce qui est communion, profession de foi ici. Et donc, quand vous avez eu l'occasion de racheter le domaine, vous avez décidé de lui donner une nouvelle dimension en accueillant notamment le public ici. Exactement. L'idée vraiment, c'était de laisser ce domaine ouvert au public. Et l'idée première, c'était de redonner ces lettres de noblesse au travail manuel. On le découvrira tout à l'heure. On a des artistes qui sont en résidence ici à demeure toute l'année et qui proposent diverses activités. Oui, ne ratez pas ce moment où je vais me mettre à la poterie en l'espace de 2 minutes, ça promet. Et alors, non seulement on peut faire des stages, rencontrer des artistes, on peut aussi profiter de ce bâtiment qui est magnifiquement rénové, et on peut se promener gratuitement n'importe quand dans le parc pour découvrir plus d'une 50aine de sculptures. Exactement, donc le parc fait 31 hectares, on a à peu près 2,5 km de promenade ici, et on peut découvrir une 50aine de sculptures. On en a juste une dernière, nous, qui est de Christophe Charbonnel, un artiste qu'on a exposé sur la propriété il y a 3 ans. Et c'est quoi comme matière? C'est de la terre? C'est de la résine avec une poudre de bronze. Et on voit là-bas aussi une sorte de jaguar. Donc ça c'est assez moderne. La panthère de Richard Orlinski. Et alors, on peut aussi venir ici en séminaire. Expliquez-nous, ça se passe dans le bâtiment derrière nous. Voilà, on va y aller d'ailleurs. On propose à la fois au séminaire des salles à la location et aussi donc des activités avec les artistes. Et alors cette orangerie, elle est inspirée aussi d'un célèbre bâtiment que beaucoup de gens connaissent. Oui, voilà, donc on avait dans l'idée de construire une grande salle et on s'est inspiré du pavillon Baltard pour l'architecture de cette salle. Donc on peut la réserver pour des mariages? Exactement, mariage, convention, séminaire et dîner de gala. Bon alors venez, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on voulait quand même vous présenter l'intérieur. Moi, ça me donne envie de revoir la nouvelle star. C'était super, vive les... Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la gestion de ce domaine? La gestion de ce domaine, c'est de pouvoir y accueillir du public tous les jours et bien sûr d'organiser des événements qui à chaque fois sont différents. C'est ça vraiment l'intérêt de ce lieu. Et puis de travailler sur de nouveaux projets comme ce fameux hôtel en construction que je tease depuis tout à l'heure, qu'on va vous présenter dans une poignée de minutes. En attendant, on se retrouve avec les artistes pour faire un peu de poterie. À tout à l'heure. T'as réussi à placer la génération Nouvelle Star, t'es trop fort, Evan. Allez, à tout à l'heure. Je savais que tu allais... À tout à l'heure. Le Covid-19, par contre, lui, il bouscule notre approche des vacances et du voyage. L'occasion aussi d'aller vers un tourisme plus durable, plus écologique, plus responsable. On fait le point en images. Tu fais quoi pour les vacances? On a réservé en France, pas trop loin. On ne sait jamais. Le secteur du tourisme est un des plus impactés par la crise sanitaire. Il a perdu entre 70 et 80% de son chiffre d'affaires en 2020.
et la fermeture des frontières remettent en question le modèle du tourisme globalisé. Le point positif, pourtant, c'est que la pandémie nous donne l'occasion de réfléchir à la régulation d'un modèle de tourisme de masse qui a ses avantages, démocratisation des voyages, développement économique de nombreux pays, mais aussi ses travers, pollution, dégradation de sites fragiles, bétonisation ou monoactivité du tourisme. À l'inverse des croisières sur des paquebots gigantesques ou des billets d'avion low cost qui nous envoient toujours plus loin dans des circuits touristiques balisés, la tendance actuelle privilégie le qualitatif au quantitatif. C'est-à-dire un tourisme plus local, plus responsable, plus durable, respectant davantage le patrimoine naturel et culturel. Redécouvrir nos régions, séjourner dans des gîtes au contact des habitants et de la nature, voilà la nouvelle aventure. Et avec un terrain de jeu comme la Bretagne, ça fonctionne parfaitement, vous allez le voir. On en discute avec Jessica Viscard. Bonjour, vous êtes directrice adjointe de Tourisme Bretagne. Franck Boisselier, vous êtes photographe et amoureux de voyage. Joaquin Lopez, vous êtes le gérant du domaine Les Moulins Verts. Le Moulin Vert Deux moulins verts, tout simplement, président du label Charme Bretagne. Et avec vous, Léon Passuelo, on va voyager sur l'eau. Vous avez lancé la première liaison maritime régulière entre Quiberon et Belle-Île-les-Iliens. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Franck Boisselier, en tant qu'amoureux du voyage, comment vivez-vous le fait d'être contraint par nos déplacements? C'est pas facile. Ouais. Vous avez voyagé dans combien de pays? J'ai pas compté, bien sûr, quelques-uns en Asie, en Afrique, en Europe, beaucoup en Europe. Et puis aussi proche de la maison, hein, puisque je suis à 1 heure du Mont-Saint-Michel, donc ça peut suffire aussi pour s'évader. Alors certains d'entre vous ont-ils eu le loisir, la chance de quitter la France depuis mars 2020? Je crois que j'ai la réponse à ma question. Non, donc le Covid-19 a mis un coup d'arrêt au tourisme de masse. Alors la Bretagne était très attractive auparavant. Maintenant qu'on est obligé de rester un petit peu en France, est-ce que vous pensez que ça va être la déferlante cet été, Jessica Viscard? Déferlante, j'espère pas. C'est vrai qu'on est une destination qui est attractive, qui est bien perçue. On a la chance de pouvoir proposer aux Français, surtout en ce moment, je dirais à tous les visiteurs qui souhaitent se rendre en Bretagne, une diversité de paysages, d'activités qui peuvent répondre à beaucoup de choses. Et je dirais, on a un terrain de jeu également qui est très favorable à pratiquer les activités dont les gens ont vraiment envie en ce moment, besoin, se ressourcer, se retrouver, profiter de la nature. On a la chance d'avoir le plus gros littoral français et notamment ça fait effet. Et puis même en Bretagne intérieure, entre les voies navigables, les véloroutes, voies vertes, tout le territoire en fin de compte est propice à ces pratiques. Vous êtes prêts pour l'été 2020 au CRT? On est prêt, on se prépare tout du moins. On est, je dirais, comme un peu tous les professionnels du tourisme, toujours en attente des prochaines futures nouvelles annonces pour savoir ce qui va se passer, à quel moment on va pouvoir réellement reprendre une activité, à quel moment les professionnels vont pouvoir réouvrir pour relancer la fréquentation touristique. Alors, le CRT, c'est le Comité régional de tourisme Bretagne. Est-ce que vous pensez, Léon Passuelo, que la pandémie va aller même jusqu'à modifier notre notion des vacances? Est-ce que forcément vacances, ça va rimer par partir? Et finalement, est-ce que le Covid ne bouscule pas ça aussi? Effectivement, on peut se dire que les gens ils vont avoir besoin de plus d'espace dans leurs vacances, et donc aller chercher effectivement des grands espaces pour ne pas se retrouver les uns sur les autres. Ça paraît logique, effectivement. Ouais. Vous partagez cet avis, Franck Boisselier? Eh bien, écoutez... Je ne sais pas. Non, je pense que de toute façon, on va se poser des questions et on se les pose. On voit bien, on essaye de trouver des astuces. Parce que c'est vrai que le prix des avions était devenu tellement peu cher que ça donnait envie d'y aller. Ça va sûrement changer prochainement. Les frontières, la régulation, il va y avoir sûrement de la régulation. Donc on va se reposer des questions et puis sûrement aller peut-être à l'essentiel ou redécouvrir. On peut voir sur les photos, ne serait-ce qu'en Bretagne... Il y a des super beaux coins, c'est magnifique. Vous ne nous direz pas le contraire, Joaquin Lopez. Alors vous êtes le gérant d'un domaine. Vous vous positionnez sur un segment éloigné du tourisme de masse. Et ça, c'est un vrai choix sur lequel vous positionnez aujourd'hui. Oui, complètement. Complètement, parce que d'abord, ça correspond à ce qui me plaisait à la base. Fuir les
les endroits trop courus ou très courus, ça ne m'intéressait plus. Ouais. Ça m'a probablement intéressé comme tout le monde, mais une fois qu'on les a vus et qu'on a vu autre chose, du coup, c'est cette autre chose qui m'a le plus attiré. Et c'est effectivement le créneau un peu sur lequel on est. Décrivez-nous votre havre de paix. Alors, mon havre de paix, je dirais qu'il est assez atypique parce qu'il représente un peu une oasis perdue au fond de la rade de Brest, en rade sud, dans un domaine qui fait seulement 2 hectares, mais qui est quand même suffisamment grand et suffisamment petit pour pouvoir être géré au quotidien, avec une centaine de palmiers, même. J'ai arrêté de compter au-delà de 100, à 200 mètres du bord de l'eau. D'accord. Vous restez très discret sur la localisation, j'ai l'impression. Donc, pardon, je n'avais pas compris la question. Alors, on est situé au nord de la presqu'île de Crozon. D'accord. Et au sud de Brest. Donc, on est entre Quimper et Brest, sur une presqu'île, la presqu'île de Logona. D'accord. On est en communauté de communes avec Logona d'Aoulas et on est situé sur le territoire du parc régional d'Armorique. Là, c'est très précis, merci. Mais comment vous traversez-vous la période ? On sait que c'est compliqué pour les gérants de gîtes et de maisons d'hôtes. Oui, c'est effectivement compliqué. Les gérants de gîtes tirent un peu mieux leur épingle du jeu, puisque forcément les personnes cherchant à s'isoler préfèrent louer un gîte, c'est-à-dire qui représente une maison où on ne va pas se retrouver confronté avec d'autres personnes pour des raisons sanitaires. En maison d'hôte, bien qu'on soit limité à 5 chambres maximum et on n'a pas la capacité d'un hôtel, on n'a pas des 20, 30 ou 40 chambres, mais même 5 chambres, certaines personnes préfèrent quand même venir en maison d'hôte plutôt que d'aller dans des hôtels, mais ça fait quand même encore l'occasion de croiser une dizaine de personnes. Ces inquiétudes des professionnels, vous les entendez, Jessica Viscard, au comité régional de tourisme? C'est des choses dont vous parlez? Oui, tout à fait. On cherche à être au plus près, nous, des professionnels. On les enquête régulièrement pour voir comment ils vivent cette période. Et c'est vrai que la restauration étant fermée, il y a ça donne moins envie de partir. Ouais. C'est moins facile. C'est moins facile de se retrouver à l'hôtel et devoir dîner dans sa chambre pour ceux qui proposent de la restauration ou aller se chercher un sandwich. C'est pas très engageant. Donc c'est vrai que tout ce qui est gîte, location a vraiment bien fonctionné la saison dernière, cet hiver également, puisqu'on a la possibilité de se faire à manger sur place. Ce sera le cas aussi cet été, vous pensez ? On espère quand même que tout va pouvoir réouvrir et qu'on va reprendre une vie le plus normale possible. On l'espère tous. En tout cas, vous, Franck Boisselier, vous nous faites voyager jusqu'à fin juillet en Inde, depuis Mordel, où vous tenez une exposition à Mocha. Une exposition qui a d'autant plus de sens dans ce contexte. Là, ça permet justement d'aller faire un petit tour en Inde rapidement. Ouais. Parce qu'en plus, c'est vraiment des grands tirages. C'est du 2 mètres par 1 mètre 30. Donc là, on est vraiment plongé dedans. On va voir quelques photos. Alors, même moi, quand je les ai vus, c'est assez impressionnant. Donc il y a aussi bien les portraits, mais il y a aussi des photos de rue, des ambiances de rue, où là, c'est du 2 mètres 33 de haut. Donc 2 mètres 33, on peut même passer... c'est à échelle humaine. Donc, racontez-nous un peu ce qui fait cette fête des couleurs. Comment vous l'avez vécu en tant que photographe ? C'était tout simplement un rêve, moi, je ne vais pas dire d'enfance, mais c'est Steve McCurry, en fait, qui, quand j'avais découvert ces photos, je me suis dit, c'est tellement impactant, en fait, ces visages et ces couleurs, cette ambiance folle, finalement, ça a l'air complètement dingue. Et surtout, on va dire, photographiquement parlant, c'est presque du pain béni pour un photographe, quoi. Donc j'avais découvert ces photos-là, je me suis dit, un jour, il faut que j'aille en Inde assister à la fête des couleurs et être au cœur de cette fête-là, pour pouvoir ramener des souvenirs. Nos téléspectateurs aussi nous ont raconté leur récent voyage. Je vous propose à présent d'écouter ce témoignage de Justine. Elle a testé le concept de micro-aventure. Regardez. Je fais de la micro-aventure depuis plusieurs années et ça me permet de vraiment découvrir mon département, ma région et même ma propre ville. De découvrir des paysages magnifiques au hasard, à 2 pas de chez soi, dont on ne soupçonne même pas l'existence, et inaccessibles en voiture. Ça me permet de découvrir des producteurs, des artisans, traversant les villages aux alentours. C'est accessible à tout le monde, pas besoin d'être un grand athlète, chacun son rythme. Et si le voyage commençait vraiment au pas de notre porte ? Jessica Viscard, cet engouement pour les micro-aventures, vous le constatez ?
Tout à fait, c'est vrai que l'impossibilité de partir loin, on a été quelques semaines limitées à 100 km. Après plusieurs semaines où on n'avait pas le droit de sortir du tout, il y a eu un vrai besoin d'évasion, de liberté, et il y a eu un bel engouement sur la micro-aventure. Mais je dirais qu'au-delà de la micro-aventure, ce que dit très bien la personne, c'est ce besoin d'aller à la rencontre de personnes, de faire connaissance avec son territoire, des gens qui y vivent aussi, de vivre quelque chose d'un petit peu exceptionnel, à côté de chez soi ou un peu plus loin, mais de sortir, je dirais, du classique et peut-être des grands stéréotypes du tourisme de masse. Vous êtes d'accord, Joaquin Lopez, ce n'est plus forcément le lieu qui fait les vacances, mais c'est aussi les rencontres. Comment on s'ancre sur ce territoire ? Oui, je pense que ce sont les rencontres, effectivement, et ce sont les rencontres avec la nature aussi. Vraiment, je crois que cette situation sanitaire nous a vraiment donné envie à tous d'un grand bol d'air, mais plein d'images aussi, d'en avoir plein les yeux, on en a tous besoin. Et la rencontre avec la nature, elle est peut-être plus que jamais au centre de tous les besoins et de toutes les recherches, complètement. Ouais. Léon Passuelo, en ayant 2 tours du monde à votre actif, vous en avez vu plein les yeux, j'imagine, avec ces 2 tours du monde à la voile. Est-ce que vous pensez vraiment que le Covid va changer la donne à l'avenir ? Pour ceux qui font le tour du monde, ouais, c'est clair, parce que avant, il y avait la quarantaine pour les navires, et je pense que ça va revenir. Ça avait disparu du temps où... Parce que effectivement, tu l'as dit, ma mère, elle m'a emmené faire un tour du monde quand j'avais 14 ans. D'accord. Donc j'ai eu cette chance de partir sur un premier tour du monde, puis un deuxième avec ma copine il y a une dizaine d'années. Mais et là, on n'entendait plus parler de quarantaine, ou très peu, mais dans certains pays, par exemple, encore en Australie ou en Nouvelle-Zélande, il y a des services de quarantaine qui étaient assez draconiens. Et puis je pense que là, ça va... toutes les frontières, ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier, et du coup, pour tous les tours du mondistes, tous ceux qui font des voyages en voilier, c'est clair que ça va être un peu plus compliqué, mais je pense que ça va quand même être un super moyen de liberté, malgré tout, quoi. Donc, Et d'ailleurs, que ce soit à l'international ou en local, la photo, c'est aussi le prétexte pour voyager, pour faire des rencontres aussi autrement. Oui, parce qu'on peut aller juste aller voir son voisin, et puis et ça suffit, je dirais, pour raconter des histoires, en fait. Parce qu'au-delà, bien sûr, il y a les images exceptionnelles qu'on a en tête de grands, genre pour moi, c'est l'Inde, par exemple. Mais plus simplement, on peut très bien aller. Je sais que mon frère habite dans le centre-Bretagne. Et je me vois bien aller dans un petit bar pendant une journée à essayer de ressentir l'ambiance. C'est aussi de la rencontre. Je pense que le voyage, c'est aussi ça, c'est aller à la rencontre, aller voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et justement, en face, Joaquin Lopez, vous m'avez dit en préparant cette interview que vous avez aussi adapté vos habitudes de recevoir, vos façons de recevoir. Ça aussi, ça a évolué avec le Covid. Oui, tout à fait. On a procédé, bien sûr, à quelques aménagements d'un point de vue sanitaire, mais aussi dans l'offre qu'on pouvait apporter aux autres qui venaient jusqu'à chez nous, qui faisaient l'effort de venir encore et de se déplacer même le temps d'un week-end. Donc, on a pris le parti de condamner une chambre, carrément, et de la transformer en cuisine. D'accord. Et du coup, ça permet aux personnes de venir chez nous et de savoir que si elles ne trouvent pas un restaurant, elles vont pouvoir se cuisiner directement chez nous. Donc, c'est une petite évolution, on va dire, de la maison d'hôte, parce que la maison d'hôte n'a pas vocation à proposer une cuisine. C'est plutôt un gîte, mais on n'est pas un gîte non plus, puisqu'en fait, on est sur place, c'est ma maison, je vis là, on propose les petits déjeuners, mais comme on propose les tables d'hôtes, ça nous permet aussi de laisser la liberté aux personnes de venir d'acheter quelque chose en cours de route et de pouvoir le manger dans une cuisine. Alors, on arrive bientôt au terme de notre dossier du jour. On va écouter cette question de Laurane qui peut intéresser pas mal de monde. Alors on le sait, cette année, le Covid a enrayé le tourisme. J'ai adopté le vélo et j'ai pu parcourir comme ça des milliers de kilomètres. J'ai vécu chaque jour à fond et j'ai pu découvrir les villes et paysages d'un pays que je considère comme mien mais que j'avais jamais entrepris jusque-là de visiter. Ce type de voyage nous emmène beaucoup vers la rencontre de l'autre, de l'habitant, et je pense que ce sont finalement ces nouvelles rencontres, ces nouveaux visages qui nous font réellement voyager. J'ai conscience que ce type de voyage à vélo puisse ne pas convenir à tout le monde, c'est pourquoi j'aimerais vous poser la question suivante. En France, quelles sont les possibilités en termes de voyage alternatifs ?
30 secondes pour des pistes de voyage alternatifs. Jessica Viscar. C'est vrai que le vélo est une piste de voyage alternatif. On a des milliers de kilomètres à parcourir. Il y a par exemple 2000 kilomètres en Bretagne de véloroute, voie verte, pour découvrir le territoire, faire ces tours de vélo. Et on a des professionnels qui maillent ces itinéraires. Et donc, franchement, c'est une belle opportunité. Il nous reste 15 secondes. Une autre idée de piste alternative. Léon, vous en connaissez forcément. Sur la route du vélo, on peut ajouter Belle-Île qu'on pourra rejoindre en voilier avec Ilien, la navette qui met les voiles. Joachim, dernier mot. Moi, je rêve qu'on puisse s'emparer à nouveau de nos chemins vicinaux, tous, et simplement de découvrir la route et les paysages à pied, et pourquoi pas avec un âne, accompagné d'un âne ou d'un animal comme ça, de compagnie, qui puisse porter les bagages. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à notre dossier du jour. Allez, on part prendre l'air du côté de Piré-Chancé, Evan. Alors, étant moi-même originaire de Plouarnel à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, je prends mon ticket pour la liaison à la voile entre Quiberon et Belle-Île. Super projet. En attendant, un autre super projet pour profiter du tourisme local, c'est de venir ici, au Château des Pères, pour faire un stage de poterie avec vous, Martha et Aude. Merci de m'accueillir pour ce stage express. Avec plaisir. Plus express, c'est pas possible. Alors, explique-nous, Aude, comment se passe un stage de poterie? En combien de temps est-ce qu'on peut réussir à sortir quelque chose? Alors, ici, on est sur un stage de tournage. Donc, pour le tournage, on a 2 formules. On propose soit une demi-journée, 3 heures, soit une journée complète, 6 heures. On est sur de l'initiation. On va découvrir les sensations du tournage, de la terre qui est mise en rotation. Et voilà, on est par petits groupes de 5. C'est vraiment quelque chose de très intimiste. Voilà. Et du coup, on va découvrir notre terre. C'est quoi les qualités du parfait potier? Patient, minutieux? Je dirais principalement être très humble par rapport à ne pas forcément vouloir un résultat précis tout de suite. Voilà, c'est quelque chose qui s'acquiert dans le temps et il faut avoir à l'esprit que ça prend du temps. C'est un métier, voilà. On n'apprend pas ça en une demi-journée. D'ailleurs, en parlant de ça, ici, c'est aussi un centre de formation, ça va le devenir bientôt. Alors, l'atelier a été effectivement homologué plateau technique pour les formations de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc, il y a 2 formations qui vont arriver en septembre et novembre. Bon, très bien. En tout cas, je pense que cette formation, je dirais pas, parce que là, j'ai un peu raté mon bol. Merci. On nous a pas, on a dit. Bon, bref, merci beaucoup, à tout à l'heure. On va aller retrouver Julien, le gérant des lieux. Parce qu'ici, on peut faire des stages de poterie, mais pas que. Alors, Julien, je suis désolé, je vous serre la main. Ici, vous avez vraiment eu à cœur de mettre à disposition des artistes sur des travaux manuels pour l'ouvrir au grand public. Expliquez-nous ce qu'on peut vivre comme expérience au-delà de la poterie. Alors, au-delà de la poterie, on propose des stages autour du bois, de la pierre, du métal et du papier. Donc, tous nos artistes ont un atelier en résidence ici et peuvent accueillir, comme vous disiez Aude et Martha tout à l'heure, sur des demi-journées ou des journées complètes. Et alors, il y a des artistes qui proposent aussi des sculptures comme celles qu'on voit là-bas. Alors oui, ça c'est une commande qu'on a fait auprès de Sylvie Cher, qui a son atelier ici. Donc là, l'idée c'était, on lui a demandé de nous travailler un projet sur une sculpture sur le travail manuel. Donc sur cette sculpture, on peut découvrir des mains qui travaillent la matière, celle du bas, à la base. Voilà, celle du bas plutôt un aspect brut et puis qui vont s'affiner et disparaître dans la matière. Bon, alors maintenant, ce dont je vous parlais depuis tout à l'heure, on va pivoter un tout petit peu pour vous montrer ce qui se passe derrière nous. Un chantier assez insolite, un hôtel assez insolite. Donnez-nous en 10 secondes un peu le pitch de ce projet. Alors en 10 secondes, ça va. L'idée c'est de construire un hôtel donc, qui fera 42 chambres avec, comme vous pouvez le voir, une architecture complètement atypique. Bon, avec des chambres qui semblent suspendues. On est arrivé tout à l'heure et il y avait carrément une chambre qui volait avec la grue au-dessus de la voiture. On se serait cru dans, je sais pas, des ovnis. Bref, on en reparle tout à l'heure, le temps d'aller me laver les mains. À toi, Anne-Fanté. À tout à l'heure, Evan. Place maintenant notre volet emploi. Partons à la découverte ce matin du métier d'hôtesse d'accueil. C'est aujourd'hui Marie-Madeleine qui nous raconte son quotidien. Regardez. Oui, le pli, absolument. Il est là. Ça doit être celui-ci. Top. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je m'appelle Marie-Madeleine Penel, j'ai 33 ans et je suis hôtesse d'accueil depuis 10 ans. J'ai suivi une formation de 2 ans juste après le bac, une formation d'hôtesse d'accueil et tourisme.
Le métier d'accueil est un métier de contact avec le public, donc la première porte d'entrée finalement entre le monde extérieur et la société. Merci d'avoir patienté. Votre correspondant n'est pas disponible. Je vous invite à la contacter par email. La journée type consiste tout simplement à réceptionner le courrier pour l'ensemble des employés, accueillir les visiteurs, répondre aux appels. C'est quand même un quotidien assez interactif qui nécessite de garder le fil toute la journée. Le triangle, le gilet jaune, les papiers complémentaires. Bon après-midi. Les qualités pour une bonne hôtesse d'accueil, la première, je pense que c'est une présence. La deuxième, c'est aussi être disponible, être prête à répondre à chaque sollicitation. Et je pense qu'il nous faut aussi une grande patience. On est fiers d'avoir un retour direct des collaborateurs, mais on n'attend pas ça. On fait notre travail parce qu'on veut bien le faire, et c'est tout simplement la fierté de soi-même. Un jour, on pourra nous demander une chose, un autre jour, on aura un imprévu. On peut avoir des moments de stress avec des flux plus importants. Et c'est cette diversité qui fait qu'on ne s'ennuie pas d'une routine. Il y a tous les jours une histoire différente qui s'écrit, et c'est ça qui est intéressant. C'est un peu ça. C'est tout simplement finalement aimer la relation humaine finalement qui fera que vous aimerez ce métier ou pas. L'hôtesse est là pour apporter un peu de cœur dans l'entreprise. C'était le métier d'hôtesse d'accueil. Pour en savoir plus, Nicolas Deuil, conseiller Pôle emploi à Pontivy, nous a rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on parle souvent d'hôtesse d'accueil. Est-ce que le métier s'ouvre aux hommes en 2021 ? Ce métier est ouvert à tout le monde, en fait, je dirais. Il est accessible pour tout le monde, avec ou sans formation. D'accord. C'est un métier. Et quelles sont les formations qui restent possibles pour exercer ce métier, même si on peut le faire sans diplôme ? Alors, effectivement, on peut l'exercer sans diplôme. Après, on peut suivre un bac pro métier de l'accueil. Avant, on appelait ça ARCU, donc accueil-relation, clients et usagers. Le bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire. Mais également le bac pro gestion administration. Après, pour des niveaux bac plus 2, on peut aller aussi sur un BTS tourisme. Maintenant, voilà, donc ça va du sans diplôme jusqu'à un bac pro, voire un bac plus 2, donc en tant que BTS tourisme. Un métier ouvert à tous, donc. Quelles sont les qualités indispensables au métier, les qualités humaines ? Alors, il y a déjà la présentation, puisque c'est vraiment l'interface entre le client ou la personne qui vient s'informer dans une entreprise. Donc, il faut avoir une excellente présentation. C'est un métier de contact aussi, donc il faut avoir un très bon relationnel. Maîtriser une langue étrangère, ça sera un plus aussi, l'anglais par exemple. Il faut avoir une bonne culture générale, maîtriser les outils bureautiques, être sérieux et puis faire preuve d'assiduité. Et avec le contexte que nous connaissons, est-ce qu'on recrute dans ce secteur tout de même ? C'est un métier effectivement où il y a des recrutements. Là, par exemple, aujourd'hui, sur le site de Pôle emploi, on va trouver à peu près 80 offres qui restent à pourvoir. Donc, c'est un métier effectivement sur lequel il y aura toujours de la demande. Et de toute façon, sur les entreprises, toutes les entreprises ont des besoins en accueil. Et quels sont les salaires dans la profession pour terminer ? Alors, un salarié débutant va toucher le SMIC. Après, on peut aller jusqu'à effectivement 1 800 €. Après, vous avez des salariés, puis vous avez des personnes qui font ça sous forme, qui sont recrutées à la mission. Donc, ils reçoivent un forfait journalier qui est variable en fait en fonction de la mission qui leur est demandée. Mais grosso modo, ça va du SMIC jusqu'à à peu près 1 800 €. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions. À la prochaine. On parlait tout à l'heure de voyage. Et si vous vous promeniez tout simplement en respectant l'environnement, voyez notre idée du jour. Qu'est-ce que tu fais ? Je compte les papillons. Vous aimez profiter de la nature et vous avez envie d'aider à la protection de la biodiversité ? Alors, il est possible de mêler l'utile et l'agréable. Vous pouvez participer à des inventaires participatifs lors de vos balades dans la nature. Le but, suivre et constater la présence, la répartition, l'apparition ou la disparition d'espèces.
des données qui seront précieuses pour les scientifiques. En forêt, par exemple, l'Observatoire de la biodiversité des forêts propose des protocoles simples et accessibles à tous pour apprendre à reconnaître les espèces de nos forêts. Le programme nécessite de prendre des photos, mais ne demande aucune compétence préalable. Vous pouvez aussi récolter des données dans des jardins en comptant par exemple les papillons. C'est ce qu'a fait Angélique, pour qui c'est devenu une véritable passion. Je m'y suis lancée parce que je voulais apprendre à reconnaître les espèces qui volaient dans mon jardin et que je voulais en apprendre plus sur les papillons. Actuellement, j'ai compris tout l'intérêt que revêt ce genre de programme pour les scientifiques et également pour la protection de la nature. Finalement, je me suis tellement passionnée par ce type de thématique que j'ai décidé d'en faire mon métier. Et actuellement, me voilà en charge de cet observatoire pour l'association Noé. Ce qui est chouette, c'est que même en habitant en ville, je peux continuer à faire mes observations dans un parc public. Et donc, j'invite tout le monde à y participer dans la mesure de vos moyens et à faire de chaque sortie en nature un terrain d'observation. Vous aussi, devenez un observateur et un protecteur de la biodiversité en vous impliquant dans un programme de sciences participatives. Voilà pour notre idée du jour. Franck Boisselier, ce serait une mission qui pourrait vous plaire en tant que photographe ? Oui, toujours ouvert à toutes les opportunités. Alors vous, Léon Pasquello, pour mieux respecter notre environnement, vous lancez pendant les vacances de Pâques la première liaison maritime régulière entre Quiberon et Belle-Île. Ça s'appelle les Iliens. C'est vrai que ça paraît simple comme idée, mais ça n'a jamais été lancé en fait. Ouais. Bah ouais, le transport à la voile, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est clair que ça fait longtemps que ça existe. On n'a rien inventé. Nous, on a juste envie de proposer une alternative le million de passagers qui se transportent chaque année entre Quiberon et Belle-Île. Ouais. Et donc créer la première liaison maritime régulière en voilier entre ces deux endroits qui sont magnifiques. La zone Quiberon-Belle-Île, c'est un super terrain de jeu pour se déplacer en voilier. Il y a souvent du vent, donc c'est vraiment adapté. Et au-delà de l'aspect écologique, l'idée c'est de proposer une expérience, l'expérience voile, et qu'elle puisse être accessible à tout le monde, que ce soit au niveau de tarif qu'au niveau conditions de confort. Voilà. Alors, l'idée est simple, hein, mais c'est plus facile à financer, c'est plus difficile à financer. Vous avez eu recours à un financement participatif, vous avez recueilli 37 000 €. C'est ce qui vous a permis d'être crédible, entre guillemets, auprès des banques ? Je pense que ça a joué, ouais, c'est clair. Aujourd'hui, le navire là, qu'on a acheté, il vaut 750 000 €. Ces sous-là, je les avais pas dans ma poche. Donc, en gros, l'idée, c'est Nina, ma femme, qui l'a eu il y a 2 ans, que je remercie parce qu'aujourd'hui, elle va chercher les enfants à l'école et c'est grâce à elle que je peux être là. Donc, il y a 2 ans, si on m'avait dit ça va être 2 ans de galère administrative, je crois que je ne l'aurais pas fait. Ouais. Mais aujourd'hui, on a pu acheter ce magnifique bateau. Et c'est les banques qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de l'acheter sans que nous, on soit garant de quoi que ce soit et que la garantie, ce soit juste le navire. Donc ça, c'est assez énorme. C'est une espèce de petite victoire. Ouais, en tout cas, pour l'instant, ça se présente bien. Alors, cette liaison, elle a l'ambition d'être décarbonée. Est-ce que ce sera totalement le cas ? Alors non, on ne sera pas à 100% décarboné puisque le palais qui est à Belle-Île et Quiberon et le port du Quiberon sont des ports où les accès sont tout petits. Donc c'est assez compliqué pour faire rentrer tous les bateaux. En gros, nous, on a des horaires qu'on doit respecter. Et pour ça, pour respecter ces horaires, on doit mettre le moteur les jours où il n'y a pas de vent. Mais l'idée, c'est d'utiliser chaque kilomètre-heure de vent pour faire avancer le navire et dépenser le moins de pétrole possible. C'est vrai que la traversée sera un peu plus longue que ce que feront vos concurrents. Ça fait partie de l'expérience, le fait que ce soit soumis aux aléas du temps Oui, carrément. Donc les gens, ils montent sur un voilier, donc ils savent que l'idée, c'est d'avancer à la voile. Donc s'il y a trop de vent, des fois, on ne pourra pas passer, hein, forcément. S'il y a tempête, on n'ira pas. En revanche, l'idée, c'est d'avancer un maximum de possible, comme je vous disais, à la voile, et donc d'offrir le silence, qui est vraiment... ce que vous recherchez. Ce qu'on recherche et ce qu'on a envie d'offrir à nos passagers, en plus de l'aspect éco-responsable, puisque à bord de notre bateau, il y aura des visuels de sensibilisation pour mieux comprendre l'environnement et les écosystèmes dans lesquels les passagers vont se déplacer. Voilà.
Et comment vous vous sentez à quelques semaines du coup d'envoi avec un projet aussi faramineux Beaucoup d'émotions. Stressé, ouais. Beaucoup d'émotions et puis j'ai envie de dire pourvu que ça marche parce que faut que ça marche quoi. L'idée est belle. L'idée est belle mais il faut que ça marche. Donc, vous avez l'envie en tout cas. Ouais. On vous souhaite Lyon Pasquale un bon lancement en tout cas et une belle saison. Allez, c'est le moment de retrouver pour la dernière fois Evan, notre cher Evan qui est ce matin au Château des Pères. C'est bon pour les micros? Est-ce que tu m'entends Evan? Oui, ça y est, Fanté, on t'entend, désolé, on est dans l'espace, ça met du temps à arriver. Non, plus sérieusement, on est toujours au Piré-Chancé, au Château des Pères, où, Julien, vous êtes en train de construire un hôtel complètement atypique. Présentez-nous un petit peu ce concept. Qu'est-ce qu'il avait pris, votre architecte, ce jour-là? Alors, à l'origine, c'est mon père qui a imaginé cet hôtel, qui a été mis en forme par Anthony Rio, un architecte de la région nantaise. Cet hôtel, il est, de par son architecture, complètement innovant. C'est un chantier qui est très complexe. J'imagine. Alors, il y a combien de chambres? Alors, on sera sur un hôtel de 42 chambres. Et elles sont... 36 dans la structure, 4 au sol et puis 2 en porte-à-faux sur les murs. Pourquoi avoir conservé des chambres au sol? On imagine qu'il y a des gens qui n'auront pas forcément l'envie de dormir perché, donc on a pris le souhait d'en mettre quelques-unes. C'est bien, sage décision pour les personnes peu téméraires comme moi, par exemple. Alors, est-ce qu'on a l'impression qu'elles volent, ces chambres? Elles sont vraiment suspendues ou elles sont posées? Alors, elles sont suspendues, mais elles sont posées sur des poutres, et toute cette recharge est prise par des tirants inox qui vont reprendre la charge là-haut dans l'espèce de tulipe tout en haut de ce fût en béton. Bon, alors c'est un peu à contre-jour, mais c'est pas grave, j'espère que vous voyez bien quand même. Elle pèse combien chaque chambre? On est sur un poids d'environ 10 tonnes par capsule. Ah oui. Et il y aura toutes les prestations, ce sera un hôtel de luxe? On sera sur un hôtel 4 étoiles, bien sûr. On serait sur des chambres de 24 mètres carrés avec salle de bain, tout le confort d'une chambre d'hôtel. Il y aura des jacuzzis? Il y aura toute une partie spa-piscine au rez-de-chaussée de 450 mètres carrés à peu près. Bon, on continue à se déplacer un petit peu, comme ça on fait en même temps le tour du chantier. Ça a dû être un sacré pari, j'imagine, d'investir dans un hôtel comme ça, au Piré-Chancé. Oui. Comment vous avez monté le projet? Alors l'idée, déjà, on savait qu'on avait un problème d'hébergement, il nous fallait de l'hébergement sur site. L'idée d'un hôtel est venue forcément, parce qu'au sein du groupe Legendre, on fait déjà un petit peu d'hôtellerie. Et étant à Piré-Chancé, il fallait qu'on fasse un hôtel complètement atypique pour que les gens viennent vraiment pour l'hôtel, parce qu'on est quand même loin des grands sites touristiques de la région. Bon, en tout cas, on vous souhaite que les gens viennent jusqu'ici. Merci. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. On va faire rentrer Fabrice. Et puis, vous pouvez peut-être nous commenter la structure. Alors, c'est une bulle, en fait, avec une couverture zinc. Et on peut voir là, à l'intérieur toute l'ossature métallique. Bon, là, on est sur du nu. Il n'y a encore rien d'installé à l'intérieur. Ah bon? On y travaille. L'ouverture, elle est prévue pour quand? Dans un an. D'accord. Bon, et les réservations à partir de cet été. Cet été. Et j'imagine que pour vous, je me suis mis sur ma petite scène là. J'imagine que pour vous, c'est aussi un nouveau challenge parce que vous n'êtes pas directeur d'hôtel. Alors non, je suis pas du tout directeur d'hôtel. Alors on a lancé un recrutement pour une directrice ou un directeur d'hôtel qui devrait prendre ses fonctions en septembre de cette année. Bon, et puis si vous avez des besoins de recrutement, faites-nous le savoir, puisqu'on a beaucoup de téléspectateurs qui recherchent des emplois, peut-être qui voudront venir travailler ici. En tout cas, merci beaucoup pour la visite. Merci. Le Château des Pères, je vous conseille vraiment de venir visiter, il y a plein de choses. Participez aussi au stage de poterie, j'espère que vous ferez mieux que moi. Merci beaucoup. Anne Fanté, on réserve une petite soirée peut-être. Bon, évidemment, chacun sa chambre, hein, mais on pourrait peut-être en réserver une pour l'année prochaine. Pourquoi pas, pour fêter la fin du Covid peut-être. Voilà, et puis vu que tu ronfles, il est hors de question de dormir à côté de toi. Hein. Forcément, allez, merci beaucoup Evan. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà terminé. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne.